souris de l'écrivain. Vous excuserez mon côté un petit peu dénudé, mais ça y est, l'été est arrivé et il fait chaud. Donc je suis en short et en t-shirt sans manches parce que il fait chaud. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo thématique, un jeu découvre, j'aime bien. Donc le but c'est que à partir de 3 livres lus d'un même auteur ou d'une même maison d'édition, je vais faire une petite vidéo pour en parler en fait, parce que ça permet de mettre en lumière un auteur qui n'est pas forcément ultra prolifique ou qui est peut-être justement trop prolifique, par exemple un Balzac où on ne sait pas trop par où commencer, ou une maison d'édition qui est peut-être un petit peu confidentielle. Et bref, le choix s'est porté aujourd'hui sur Lucie Castel et dans le genre de la romance, parce qu'elle écrit c'est non seulement une autrice hybride qui a 2 pseudos, donc Lucie Castel pour la romance et la littérature générale, et Oren Miller pour du thriller. L'occasion a fait le larron pour ces bouquins-là, parce que je vais vous présenter son tout premier livre, Pas si simple, qui est chez HarperCollins Poche. Son second, Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles, chez HarperCollins Poche aussi. Et enfin, le premier tome de Quand la vie s'en mêle, donc le tome 1 consacré à Adèle. Et là, on est passé chez Charleston. Alors, pour la petite histoire, ces 2 bouquins, peut-être bien dans la même commande, je les ai trouvés d'occasion chez Gilbert Joseph, qui est une librairie physique en région parisienne, il me semble, ou même à Paris directement, et qui est également un super site où on peut trouver de l'occasion à vraiment pas cher. Donc c'est des bouquins que j'ai dû acheter 1 euro ou 2, parce qu'en plus non seulement je suis radine, mais également opportuniste parce que je les ai achetés pendant les soldes. Petite lecture sympa, estivale, très colorée, romance toute mignonne, c'est nickel. Et comme j'avais déjà acheté celui-là neuf, ce bouquin-là, je l'ai acheté avec un autre livre de Charleston, L'appartement du dessous. Je ne vous retrouverai pas le nom de l'autrice, je la mettrai en bas. Parce qu'il y avait plusieurs maisons d'édition chez Auchan qui faisaient un 2 achetés, un livre offert. Et je les ai achetés parce qu'ils offraient Juvenilia de Jane Austen. Donc c'était une sélection de 3 nouvelles de Jane Austen. Donc j'en ai déjà fait un retour quelque part par ici, mais j'ai aussi acquis entre-temps le gros Juvenilia de chez Christian Bourgois. Mais bref, Lucie Castel, je la connais. Enfin, je la connais sur les réseaux parce que c'est une des fondatrices de l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires, dont j'ai commencé à écouter les podcasts sans doute l'année dernière et que je trouve plutôt de bons conseils, même si ça reste évidemment des conseils qui sont généraux parce que un podcast ou une chaîne YouTube, là ce n'est pas adressé à toi petit auteur qui a tel prénom et qui écrit tel livre bien spécifique. C'est bien adressé à tout le monde. Donc tout le monde, c'est n'importe qui et c'est évidemment un propos qui est généraliste. Mais bref, Lucie Castel, j'aime bien, je la suis surtout sur la chaîne YouTube où il y a des podcasts de l'ICAR. Je la suis un petit peu également sur Facebook, Instagram et sur TikTok. Elle fait du contenu qui est très drôle. Toujours sur le côté littéraire, entre guillemets, auteur, etc. Et donc j'étais tombée sur ce bouquin-là et je me suis dit, tiens, et ça va me faire pareil pour d'autres podcasteuses, youtubeuses, instagrammeuses, etc. que je suis. C'est-à-dire que quand le nom me dit quelque chose, je vais avoir plus facilement envie d'essayer parce que j'aime bien la personne tout simplement. Peut-être après que ce sont des choses que je ne vais pas aimer, c'est possible, mais auquel cas je pense que je ne le dirai pas. Mais bref, lui je l'avais acheté neuf. Et j'ai également profité de l'OP All Star, donc l'opération All Star qui se déroulait au mois de juin, il me semble, sur un week-end non, sur une semaine. Et tous les jours, on avait un certain nombre de e-books qui étaient proposés à la vente à 1,99 € pièce. Et j'ai acheté un autre livre
de Lucie Castel qui s'appelle Toutes les vies d'Alice, mais là on est sur de la littérature blanche générale, donc ça sera pas dans cette vidéo là, je préfère le mettre dans un autre chose, j'ai une idée d'ailleurs. Mais bref, Lucie Castel, donc le côté romance, j'ai envie d'en lire ces temps-ci parce que c'est l'été, parce que j'ai eu des lectures qui étaient plus demandeuses de concentration, qui brassaient peut-être un petit peu plus, comme par exemple La malédiction de la pie grièche de Céline Nio. Je vous ferai un retour prochainement à la rentrée de septembre sans doute. Et bref, j'avais envie d'un truc un peu léger. Et ça tombe bien parce que Lucie Castel, elle écrit de la romance, mais feel good. Et j'ai déjà lu Pas si simple. Donc Pas si simple, d'ailleurs, moi j'aime assez les deux couvertures, sont vraiment sympas, très flashy, avec la petite tasse et compagnie. Ça, ici, ça se passe en Angleterre et ici, ça se passe en Écosse. Pas si simple, je l'ai lu en quelques jours. C'est un bouquin qui est très court parce qu'il y a des extraits du livre suivant, justement, Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles. Et c'est un bouquin qui fait 226 pages en tout. Donc vous voyez, ça se lit quand même vachement vite. On se retrouve avec deux frangines qui doivent être en vacances, je pense. Enfin bref, il y a deux frangines qui sont coincées à l'aéroport. Elles sont en vacances. L'aînée est architecte, elle a dû travailler à Londres. La seconde, je pense qu'elle l'avait rejoint. Enfin bref, elles sont en vacances. Et elles doivent repartir chez elles en France, à Saint-Malo, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, parce que ça va être les fêtes de Noël et elles veulent passer absolument Noël avec leur mère. Parce que cette année, ça sera un Noël à la saveur bien particulière parce que leur père est décédé moins d'un an auparavant. Donc c'est le premier Noël qu'elles vont passer sans ce père-là qui est décédé il y a quelques mois. Donc c'est évidemment un livre qui va traiter du deuil. Dit comme ça tout de suite, vous allez vous dire c'est pas très fun. Eh ben si, parce qu'on est à fond dans une romance de Noël, ce qu'on ne voit pas du tout d'ailleurs sur la couverture. Mais c'était précisé dans le 4e de couverture que d'élu ou oublié. Et elles vont rencontrer un Anglais, un gentleman aussi, qui doit prendre également un avion. Sauf que chute de neige, tous les avions sont retardés, ce qui fait qu'ils commencent à sympathiser et plus ses affinités avec ce charmant Anglais flegmatique et tout ça. Et jusqu'à ce que, catastrophe, les avions sont carrément annulés et on leur conseille très fort de retourner à leur hôtel ou d'essayer de trouver d'autres moyens de voyager. Sauf que les autres moyens de voyager sont également bloqués par la neige, que ce soit l'Eurostar, le ferry, etc. Donc elles se retrouvent un peu tristounes de devoir laisser leur mère, mais en même temps elles n'ont pas le choix parce qu'elles ne vont pas y aller à la nage. Et le fameux William, le gentleman, leur propose de passer le réveillon avec lui parce que ils n'ont pas trop grand chose d'autre à fiche. Et puis il commence déjà à y avoir une certaine attirance entre l'aînée des deux sœurs, Scarlett, et entre William. Pour la petite histoire aussi, les deux sœurs s'appellent Scarlett et Mélanie. Qui c'est qui va trouver? Comme dans Autant en emporte le vent. L'héroïne de Autant en emporte le vent s'appelle Scarlett. C'est une femme c'est une femme enfant capricieuse, boudeuse, tout ce qui est chiant. Et Mélanie, il me semble que c'était sa belle-sœur qui est tout le contraire, donc très posée, très adulte, très dans la maîtrise de ses émotions, très posée. Et il y a un petit peu de ça entre Scarlett et Mélanie. Donc Scarlett, elle est sans doute celle qui a le plus de mal à gérer son deuil parce que en fait, elle a tout verrouillé. Elle a tout verrouillé à l'intérieur d'elle pour ne plus trop ressentir de choses et surtout pour éviter de souffrir. Mais la rencontre de ce William commence à déjà lui faire du bien. Et commence également à peut-être la mettre un petit peu en danger parce que, eh bien, peut-être qu'elle peut ressentir d'autres choses et ressentir quelque chose qui fait du bien en contraste. Il y a le risque aussi de souffrir.
Et Scarlett, du coup, elle freine un petit peu quand même si la relation est ultra naturelle avec William, c'est quand même vachement bien fichu. Et comment se passe le réveillon? William, il est anglais, il habite à Londres, donc il y a toute sa petite famille qui débarque pour fêter le réveillon. Il y a son frère, son père, sa mère, sa grand-mère, une tante, je pense bien qu'il y a une sœur aussi, si je me souviens bien. Et les deux frangines françaises qui sont entre-temps au téléphone en train d'essayer de rassurer leur mère tout en disant on peut pas venir, on est bloqué, il y a les chutes de neige, il n'y a rien qui bouge, etc. On est désolé, en essayant de la rassurer aussi. Mais elles mettent un peu le pied dans une famille où il y a énormément de non-dits depuis des années. Il y a aussi William qui doit gérer son propre deuil parce qu'il a perdu son épouse il y a quelques années. Ce qui fait que ça a fait un point commun entre William et Scarlett. Dit comme ça fait pas du tout comédie romantique de Noël, mais si, complètement romance de Noël et complètement feel good. Parce que même s'il y a des thématiques qui peuvent être un peu plus lourdes, comme le deuil, les difficultés familiales, le manque de communication, un petit peu effleuré des relations d'emprise aussi, on reste sur quelque chose qui est assez effleuré et on n'est pas dans une expression des émotions avec des gens qui sont en PLS par terre en train de pleurer dans leur pot de Häagen-Dazs. Non, là on est sur des gens qui essayent plus de se protéger et qui essayent de choper du fun là où ils peuvent avoir du fun, et c'est très bien comme ça. Évidemment, comme c'est un livre qui est court, je vous l'ai dit, 226 pages, je ne peux pas m'étaler beaucoup parce que je ne peux pas non plus vous en dire trop, parce que vous en dire trop, ça sera trop vous spoiler. Mais j'ai passé franchement un très bon moment. Je me suis marrée par moments, parce que c'était drôle, parce qu'il y a un certain comique de situation, parce que les deux frangines débarquent dans une famille londonienne qui est un peu en mode cocotte minute, et du coup la cocotte minute à un moment elle va péter. Ce qui veut dire qu'elle se retrouve au milieu d'une grosse dispute familiale avec des gens qui crient, des portes qui claquent et tout ça, des gens qui font la tronche, et du coup elles savent plus où se mettre. Et il y a c'est vraiment fun. Il y a vraiment un côté comique de situation. Il y a un côté qui peut être assez vaudeville, assez donc les vaudevilles, c'est comme du Feydeau par exemple, avec des gens qui rentrent, qui sortent de la pièce, des gens qui sont surpris au moment où il le faut pas, des choses comme ça. Il y a un côté très burlesque même. C'est assez léger, hein. Tout est vraiment saupoudré tout doucement. La plume est vraiment jolie, j'aime bien. C'est une lecture sympa. Franchement, allez-y. Allez-y, c'est super cool. Même si vous lisez ce livre et que vous traversez par exemple une période de deuil où c'est compliqué, c'est abordé d'une manière où les personnages ils lâchent prise en fait. Les personnages, à un moment, ils disent c'est comme ça, faut avancer. Et peut-être que rien que ce message-là, ça peut vous aider aussi, un peu comme un câlin. Ce livre-là, c'est un câlin. C'est plein de tendresse. Il y a une grosse tendresse entre les personnages. C'est des personnages qui se respectent, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Évidemment, c'est centré sur le couple, mais il y a aussi la frangine qui est sexologue et qui a des sorties de temps en temps, et une capacité d'analyse ultra fine. Mélanie, elle est sexologue, elle est encore d'astreinte, ce qui fait que de temps en temps, elle a une petite sortie parce que elle a ses clients ou ses patients au téléphone et elle va parler de fellation, de sodomie ou de choses comme ça. Ça va sortir entre la poire et le fromage, du coup tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et il y a un côté très drôle comme ça, et pourtant c'est une snipeuse parce que elle a une capacité d'analyse qui est tellement efficace que si quelqu'un traverse quelque chose de compliqué, ne sait pas exactement ce qu'il ressent, elle, en 2 phrases, elle le dit, boum, elle le balance, ça plaît ou ça plaît pas. Elle le fait de manière très respectueuse, mais elle définit en fait ses émotions-là, ses sentiments,
Le pourquoi du comment aussi, et c'est très équilibré, très agréable à lire, j'ai vraiment aimé. Si vous participez par exemple au challenge été glacé de Nina Quill, ça peut rentrer aussi dedans parce qu'il y a de la neige. Je ne sais pas s'il y a spécialement du bleu, mais il y a de la neige. Il y a de la neige, on est à Noël. Donc voilà, franchement je vous le conseille, très sympa à lire. Et la suite, ça sera Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles? Et en dernier, je lirai Quand la vie s'en mêle, Adèle. Et Adèle, donc ça va être une trilogie. Il y a un autre livre qui est sorti, et je crois que le dernier, il sort à la rentrée de septembre. Donc je vous en parlerai si j'en sais plus. A tout de suite. Nous sommes samedi 3 août et j'ai fini Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles? Je crois que je l'ai lu en une journée, en fait, entre hier et aujourd'hui, parce que j'avais fini pas si simple en fin de journée, début de soirée, enfin bref. C'était un livre qui n'était pas très long, hein, il fait moins de 300 pages, donc ça s'est lu assez rapidement. Et, alors par contre, je trouve qu'il y a une augmentation de la qualité au niveau de la plume qui devient de plus en plus reconnaissable de la part de l'autrice, Lucie Castel. Je trouve qu'elle a vraiment une plume qui est très personnalisée. Je ne sais pas si vous voyez au niveau des descriptifs, la manière de mettre un point d'humour, c'est ultra bien foutu. Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles? Nous avons deux personnages qui sont quand même plutôt des personnages qui sont cassés, avec ouais, c'est quand même des personnages qui ont leur bagage. Et ça tombe bien de parler de bagage parce que Sophia, donc notre héroïne, elle traverse une période qui n'est pas facile du tout. C'est une nana qui bosse dans une galerie d'art et qui est là pour estimer les tableaux. Elle est spécialisée dans les peintres pré-raphaélites, donc les Waterhouse, Ophélia qui est noyée au fil de l'eau. Vous voyez un petit peu. Elle est envoyée au vert par le patron de la galerie qui s'appelle Paul, il me semble. Elle est mise au vert parce qu'elle n'allait pas bien. Alors, le fait qu'elle n'aille pas bien n'est pas expliqué tout de suite, ce qui fait que je ne vais pas vous le dévoiler, parce qu'on en a les raisons sans doute dans le premier tiers, voire première moitié. Donc c'est assez loin, donc je préfère pas vous le dire. Mais en tout cas, au tout début, si on avait des toutes petites touches sur le fait qu'elle ne va pas bien, on peut se dire qu'il y a eu un choc, on peut se dire qu'il y a eu un genre de traumatisme, et qu'elle a tout verrouillé là-dedans pour ne pas souffrir, ne pas exprimer ce traumatisme. Bref, elle est mise au vert. On l'envoie en Écosse, dans le village d'Oban, je pense que ça se dit comme ça, Oban, en bord de mer, ou pas très loin toujours, où il y a en gros c'est le genre de basse de l'Écosse, j'ai l'impression. On est à un genre de, peut-être pas station balnéaire, mais il y a un peu le gratin qui vont aller prendre des vacances, enfin le gratin un peu aristocratique, très fortuné, qui va aller prendre des vacances là-bas, où il y a un hôtel qui est très cossu. Quand je parle de très cossu, c'est l'équivalent du Ritz, hein, de ce qu'on comprend. Et elle en a, je pense qu'elle a un certain niveau de vie. Je pense que Paul l'aide aussi, et elle est envoyée là-bas parce que c'est une nana qui, je pense il me semble qu'elle était française et elle est partie travailler à Monaco. Donc vous voyez, on est quand même dans le haut du panier. Il y a pas mal de petites scènes où il y a un peu du comique de situation, comme dans la toute première scène justement, où on lui file la clé de sa chambre, elle y va, sauf qu'il y a un mec à poil dans sa chambre. Donc c'était une erreur. Et bah, du coup, elle va se plaindre. On lui donne du coup une autre chambre. Et en fait, on sent que Sophia, c'est une nana qui a plein d'humour, mais qui est ferme quand même, qui a de sacrées sorties aussi, mais c'est tout en élégance. On sent quelqu'un qui est éduqué, qui a vraiment l'éducation un petit peu cuillère en argent dans la bouche, et bien pas forcément.
Parce que ça, on va l'apprendre assez rapidement. C'est une enfant qui a été abandonnée par ses parents, ou du moins sa mère. Je crois que le père n'a jamais fait partie de sa vie. Et qui s'est retrouvée, comme elle le dit, à la DAS ou à l'assistance publique. Donc ce qui situe... Enfin, c'est une nana qui a une trentaine d'années, en gros. Et c'est une nana qui n'a jamais vraiment su s'attacher à quelqu'un, qui ne sait pas bien faire. C'est pas son truc, mettre des mots sur des sentiments ou sur des émotions. Elle sait pas faire. Clairement, elle sait pas faire. Et elle a subi quelque chose qui fait qu'elle verrouille tout à l'intérieur, parce que il y a quelques échos en fait de Pas si simple, donc le livre dont je vous ai parlé juste avant, mais un Pas si simple qui a quasiment un level up en termes de profondeur de personnage et d'exploitation des émotions, des sentiments et compagnie. Et je vois ça aussi comme une prise d'assurance de Lucie Castel au regard de son écriture. Pas forcément une maturation, enfin une maturité de l'autrice, hein. Ce sont des livres qui sont récents, j'ai bien l'impression, mais plus, je pense que cette maturité, elle l'avait déjà, mais plus une prise d'assurance et le fait de prendre plus de risques. Et on a donc cette Sophia qui se retrouve dans cet hôtel, isolée, elle ne sait pas trop quoi faire de ses journées. Elle commence un petit peu à lier connaissance avec Archibald qui travaille à l'accueil, ou une autre jeune fille, mais je me souviens plus du nom. Lily, je crois bien, qui travaille également à l'hôtel. Donc Archibald, c'est un petit peu le stéréotype, mais c'est très drôle parce qu'elle en joue. Lucie Castel en joue, c'est un peu le stéréotype du gay qui est au courant de tout, qui est un peu commerce sur les bords et compagnie, un peu sarcastique, etc. Et Lily, c'est la blonde écervelée par excellence. Elle est très belle, elle fait plein de mauvais choix et elle est stupide. Et elle le dit, et tout le monde le dit, tout le monde dit que c'est une fille qui est stupide. Et vous allez me dire, mais elle est où la romance là-dedans? Il n'y en a pas? Bah si, parce que dans cette petite galerie de personnages où il y a par exemple il y a aussi un personnage plus âgé, je me perds un peu parmi tous les Wallace, mais les Wallace en gros c'est un clan écossais, une grande famille puissante et riche à qui appartient notamment l'hôtel mais également d'autres choses. Et le patriarche est décédé quelques années auparavant, donc c'est son fils qui a pris le relais. Son fils qui est très dans l'apparence, qui est très dans quelque chose d'assez superficiel, vous voyez. Et dans tout ça, il y a également Lachlan. Je pense que ça se prononce comme ça. L-A-C-H-L-A-N. Donc Lachlan, Sophia, elle a du mal à comprendre qui est ce gars-là, parce que ça a l'air d'être un parmi les autres des employés de l'hôtel, mais également il se permet des choses qu'aucun employé ne se permettrait dans son entreprise. Je parle d'employé qui n'a pas un niveau hiérarchique supérieur, etc. Et Lachlan, c'est une grande gueule en fait. Il se mêle de pas mal de choses. Et Sophia, elle a du mal à comprendre en fait où il se situe lui dans la hiérarchie de l'hôtel, avant qu'elle n'en comprenne plus sur lui. Mais là non plus, je ne vais pas trop m'étendre. Je vais du coup parler plutôt des grandes thématiques du livre. Qui est une très très bonne lecture. C'est un bouquin que je vais garder sûr et certain. Et ça va parler pas mal des relations familiales qui sont complexes. Donc à la fois pour Sophia qui n'a pas de famille, peut-être. Pour Lachlan qui a une place particulière au sein de sa famille. Pour cette famille Wallace, cette famille de puissants, l'environnement de personnes qui sont très riches, ça peut être tout à fait des gens qui se déplacent en hélicoptère, vous voyez un petit peu le niveau. Ça va parler de comment deux personnes qui se ressemblent s'assemblent, comment on traite aussi du mystère,
du mystère au désir, à une espèce de fascination. Et je trouve que c'est vraiment très rondement mené, la romance, tout en ayant en parallèle une espèce d'histoire d'enquête. Parce que des tableaux disparaissent dans cet hôtel, donc un hôtel riche, réputé, bien coté, etc., avec une clientèle fortunée. Et je vous rappelle que Sophia, son boulot, c'est d'estimer des tableaux de maître. Donc elle est complètement dans son environnement pour repérer que sur ce mur-là, il y avait un Waterhouse. C'est quoi la croûte qu'on y a collée là? Donc on a toute une histoire d'enquête sur ce mystère des tableaux qui disparaissent, des choses précieuses qui disparaissent. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour l'avenir de l'hôtel, pour la famille Wallace, pour la clan, quelle que soit la place qu'il a au sein de la hiérarchie de l'hôtel ou à côté plus ou moins de la famille Wallace. Et on a vraiment une enquête qui est menée à ce niveau-là, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je vérifiais, c'est pas du tout précisé dans le 4e de couverture. Et c'était une très très belle lecture. Il y avait, je trouve que, comme je vous l'ai dit, la plume se raffermit, la plume prend de la confiance. Et c'est une belle exploitation des relations humaines, qu'il y ait des gentils ou des méchants, entre guillemets. Il y a évidemment des antagonistes, etc. Une très belle évolution des personnages également. Et comment on arrive aussi à se sortir de nos schémas qui se répètent et à dépasser tout ça. Et là encore, sur qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles, on a l'explication de ce fameux titre à la fin. Enfin, en cours de lecture, et sur Babelio, il est quasiment à 4 étoiles sur 5 au travers de 160 notes. Moi je dis, franchement, chapeau. En termes par exemple de citation, on a « Je suis sûre qu'il y a une bête enragée, terrée entre mes côtes, et dès qu'il lui prend l'envie, dès qu'elle juge que la joie tourne un peu trop autour de moi, elle ouvre sa gueule pleine de crocs et mord, encore et encore. Je l'observe, son profil racé et d'un charme indéniable se découpe sur la vitre éclairée par les phares des quelques voitures que nous croisons. Je sens en lui comme une amertume étouffée, qui, l'espace d'un bref instant, perce l'épaisse couche de sa colère froide. J'ai l'habitude de lire dans les courbes d'un visage, les lignes d'un cou ou d'une épaule. J'ai fait ça toute ma vie. Je trouve qu'il y a une très belle construction de personnages. C'est vraiment une très très belle lecture. Je pense que parmi les dernières romances que j'ai lues, elle peut vraiment faire partie des coups de cœur. Et je pense que c'est... Vous savez, là, mon positionnement là par rapport à la romance, c'est que un coup sur deux, je vais trouver ça sympa. Typiquement, une lecture sympa, mais je pense que d'ici quelques semaines, voire même quelques jours, parce que je me connais en termes de mémoire, je vais oublier. Mais c'était une lecture qui était sympathique. J'ai passé un beau moment, c'était divertissant, c'était mignon, c'était très léger, très feel good. Là, on est sur quelque chose où les personnages sont beaucoup plus... Enfin, c'est pas qu'ils sont plus travaillés, c'est que le ton n'est pas le même. Là, dans Pas si simple, on est sur du feel good. Là, il y a une histoire d'enquête, il y a des personnages qui sont plus complexes parce qu'ils ont vécu des choses plus compliquées aussi et qu'ils le gèrent comme ils le peuvent. Et cette histoire-là, je pense qu'elle va me marquer. Elle va vraiment me marquer. Il va rester quelque chose en moi. Quitte à ce que dans 2-3 ans, je le sors de la bibliothèque, je ne vais pas forcément me souvenir de l'histoire ou des personnages ou de leur nom, mais je vais garder une impression, vous voyez? Alors que là, je vais peut-être juste, en le voyant dans la bibliothèque, me dire « Oh, ça c'est cool !» Mais ça, c'était « Ah ouais, celle-là était vachement bien quand même. » Vous voyez? Donc je m'arrête là pour qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles et je pense que je vais prendre un abonnement pour les lectures de Lucie Castel. Je vais continuer avec Quand la vie s'en mêle, le tome 1 Adèle. Et il me semble bien que le tome 3, parce que c'est une trilogie, je pense qu'il n'y en a pas plus,
et on passe chez Charleston. Là, on était chez HarperCollins pour les 2 premiers. Il y a 2 autres tomes dont le 3e sort le mois prochain et je pense que je les achèterai. Là on est sur quelque chose de plus feel good, plus sympathique. Mais Charleston c'est une maison d'édition que j'aime bien. Moi je m'y intéresse de plus en plus. J'aime vraiment leur catalogue. Enfin le peu que j'en ai lu, j'aime bien. HarperCollins, je crois que je n'en ai pas lu assez pour le dire. Mais bref, Lucie Castel, je pense que je prends un abonnement. Allez, peut-être à demain, sait-on jamais, si j'ai super bien avancé. Et recoucou. J'ai fini Quand la vie s'en mêle, donc le tome 1 consacré à Adèle, qui est un premier tome d'une trilogie. Le 2e tome consacré à Valentine est déjà sorti, et le 3e tome consacré à Ophélie, qui est un personnage que je ne connais pas encore, en tout cas pas dans le tome 1, sortira le 16 octobre 2024 chez Charleston. Je vais l'acheter. Si vous voulez juste un résumé très fort de ce que je pense de ce premier livre d'une trilogie, je sais pas si c'est trilogie ou s'il y en aura plus, on verra. Mais en tout cas, moi je vais lire la suite, sûr et certain. Donc, on est chez Charleston, avec Lucie Castel toujours, comme depuis le début de cette vidéo. Et si vous voulez, le tout premier livre de Lucie Castel, pas si simple, je trouvais déjà qu'il était bien fait, on voit que l'autrice sait ce qu'elle fait, qu'elle maîtrise son sujet, sa narration, ses personnages, son scénario, etc. Je trouvais déjà que le 2e livre, donc Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles, il y avait vraiment un level up en termes de qualité. Le premier est bon, hein. Le premier est bon, mais le 2e, je trouve qu'il gagnait en profondeur, etc. Et là, on est dans un de ses livres les plus récents en romance. Je dirais que celui-là, il est plus feel good, les autres sont plus ciblés romance. Parce que dans Pas si simple, il y avait eu une scène peut-être un petit peu... Non, dans les 2 premiers, Pas si simple et Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles, on avait des scènes un petit peu décrites, un peu plus explicites. Une scène ou 2, pas beaucoup plus. Là, c'est beaucoup plus en surface. Là, on reste sur du bisou un peu passionné, on va dire. Qu'est-ce donc que cette histoire? On suit l'histoire d'Adèle. Donc Adèle, c'est une jeune femme qui a... elle a 25 ans, un truc comme ça. Qui n'a pas un parcours de vie très facile parce que donc il n'y a pas de papa dans le paysage. Et sa maman ne s'en occupait pas, je sais plus exactement comment, mais je crois que c'est un abandon d'ailleurs. Hein. Et enfin, je m'en souviens plus parce que j'ai mis quelques jours à lire le livre. Mais bref, Adèle se retrouve à être élevée à partir de ses 8-10 ans par sa grand-mère. Sauf que assez rapidement, une fois qu'Adèle est adolescente, la grand-mère tombe malade, donc un cancer qu'elle va traîner pendant une dizaine d'années. Avec tout ce qui... toute la joyeuseté qui va autour de cette maladie-là, où les amis se raréfient, tout l'univers d'Adèle finit par se résumer à sa grand-mère, à leur petit train-train quotidien, leurs petits rituels et compagnie. Et du coup, sa grand-mère décède. Et on est au tout début de l'histoire, donc sa grand-mère décède, elle se fait larguer. Et quelques jours en fait après l'enterrement, Adèle retrouve une lettre de sa grand-mère qui lui était destinée et qui raconte en fait des petits bouts de d'une histoire d'amour que sa grand-mère a vécue et qui constitue sûrement le plus grand remords de sa vie. C'est le fait de ne pas avoir pu retourner peut-être près de cet homme. Et bah, du coup, maintenant, c'est trop tard. Et donc, Adèle, elle se donne pour mission, vu que là, tout son univers, en fait, qui tournait autour de sa grand-mère, vient de s'effondrer. Elle n'a aucune formation, elle n'a pas de boulot. Bon, elle a son héritage, elle peut vivre avec, mais elle n'a plus aucun but dans sa vie. Et donc, Adèle retourne dans le village de naissance, d'enfance, de jeunesse de sa grand-mère, un village qu'elle ne connaît pas, et se dit qu'elle va essayer de trouver Lucien. Mission accomplie, elle le trouve assez rapidement.
Et Lucien, c'est un monsieur qui... bon, c'est un vieux monsieur aussi, hein, qui est assez revêche. Il est un vieux garçon qui travaillait dans les palaces où il avait quand même pas mal de monde sous ses ordres, etc. Et donc il y a un petit peu tout le côté très carré, entre guillemets, militaire qui va avec ça. Et au début, on va dire que l'accueil n'est pas franchement très, très accueillant, très bienveillant, mais Adèle, en fait, c'est cette petite nana, c'est un tel soleil et je pense qu'elle lui rappelle tellement, en fait, Mao, cette femme qu'il a aimée dans sa prime jeunesse, que Lucien finit par lui ouvrir la porte et l'héberger. Et oui, hein, au passage, Adèle, c'est un peu par hasard, par accident, s'est formée au métier de jardinier paysagiste et Lucien, par ses relations, va lui trouver un boulot où elle va entretenir le cimetière. Donc ça tourne beaucoup autour du cimetière et là, ça s'y déroule complètement. On a ici, est-ce que j'ai déjà bouffé tous les noms? Je viens de le poser, hein, je viens de le terminer. Nous avons Martin qui est facteur, nous avons Jazz qui est esthéticienne, comme on dit, et autour en fait d'Adèle, il va y avoir dans ce petit village pas loin de Lyon, il me semble, qui s'appelle Luzerne. Je pense que c'est un nom fictif. Il y a toute une jeunesse un petit peu... c'est un peu figé en fait, ce village-là, c'est un petit peu figé. Et Adèle, en fait, elle va finir par appartenir à un groupe de jeunes, allez, de 25-30 ans, qui rentrent pas tout à fait bien dans les clous parce que Martin, le facteur, il est trop gros et ça jase un petit peu. Le fait qu'il fasse sa tournée en bagnole et pas à vélo. Jazz, elle est gothique. On a Valentine, la tome 2, Valentine, la fille du boulanger qui a des problèmes d'anorexie. Il y a Ed qui est croque-mort, qui est thanatopracteur. Euh, on se retrouve un petit peu avec tous ces petits gens-là qui rentrent pas trop dans les cases et compagnie, et qui forment une sacrée bande de copains où qui se serrent les coudes, etc. Donc c'est beaucoup une très très belle histoire d'amitié entre tous ces personnages. Il y en a d'autres aussi. Il y en avait que j'avais oublié d'ailleurs parce qu'ils apparaissaient un petit peu moins dans le livre et comme j'ai mis plusieurs jours à les lire, je les avais oubliés. Donc on a Marie, on a Louis aussi. Et dites-moi pas que c'est pas vrai, mais il y a en fait il y a la mentalité un petit peu petit village où tout finit par se savoir. En allant chercher votre journal, vous allez apprendre de la coiffeuse que le fils de machin, il a acheté une nouvelle bagnole, des trucs comme ça. Bref, tout finit par se savoir et Adèle, qui est un petit peu l'événement de la nouvelle entre guillemets du village, comme elle est alors déjà, c'est une jeune femme qui est jardinière paysagiste qui va travailler au cimetière. C'est une jeune femme qui s'habille un petit peu années 50, couleurs vives, avec des boucles d'oreilles en forme de jonquille par exemple, donc elle ne passe pas inaperçue. Et mais bientôt, il va se passer des choses. Parce que, en fait, sous-jacent, on a l'histoire du comité. Je pensais que c'était un petit peu je sais plus comment se nomme ce comité-là, mais en gros, c'est un comité de bénévoles. C'est pas tout à fait le conseil municipal, mais c'est pas loin. Et c'est un comité de bénévoles qui va dire que, bah, tiens, ce serait bien qu'il y ait une clim dans telle salle de sport, par exemple, ou des choses de ce genre. Et ce comité, il a un pouvoir. Et dans ce comité, il y a des gens qui sont attachés à ce pouvoir-là, ou qui vont un petit peu s'enorgueillir du pouvoir que ça leur donne sur leurs concitoyens, etc. Et Lucien, qui maintenant, en fait, qu'il est à la retraite, lui, l'essentiel de son activité et sa passion, c'est d'aller présenter ses chats chartreux à des concours de chats beaux, de chats lofs, entre guillemets. Lucien,
il assiste à toutes les réunions de ce fameux comité, mais on sent qu'il est un peu chonchon parce que ce qui s'y déroule, ça ne lui plaît pas. Il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Et plus ça va aller, plus on va en apprendre de plus en plus sur ce fameux comité. Parce que, une fois qu'Adèle est arrivée, il va se passer des choses. En fait, il y a déjà probablement des jeunes gamins qui vont aller pique-niquer des trucs de fast-food, picoler un peu et fumer des joints dans les cimetières et qui dégradent les tombes. Donc ça crée un scandale. Et à côté de ça, il y a aussi un corbeau qui commence à balancer des choses sur des figures un peu notables, entre guillemets, de la ville, mais des choses qui peuvent mettre en péril la place qu'ils ont en général dans un comité ou peut-être ailleurs. Et il y a l'église qui est taguée, des choses comme ça, ce qui fait qu'il y a une atmosphère de suspicion qui commence à naître dans le village. Il y a ceux qui sont un petit peu plus, on va dire, du côté de la droite, là, qui vont accuser les jeunes en jogging qui viennent de la grande ville, des trucs comme ça. Il y a des citoyens, enfin Adèle et son groupe de potes, ils commencent à faire des rondes dans le cimetière pour protéger le cimetière et essayer de choper les gens qui dégradent les tombes. Et il y a cette affaire de corbeau quand même. Et là où ça va commencer à prendre un tournant plus personnel, c'est quand ça va attaquer Valentine, qui est donc la fille du boulanger et qui a des problèmes d'anorexie mentale. Où elle a été hospitalisée, ça allait pas trop. Donc on a quand même, je vais rester très vague sur tout ça. On va rencontrer une histoire d'amour entre Adèle et un garçon. On balaye aussi l'histoire de Valentine qui n'est pas toute simple. Valentine, c'est quand même un personnage qui est assez haut en couleur aussi, qui fait un peu la fille populaire du lycée. Sauf qu'on va se rendre assez rapidement compte que ça cloche profondément au niveau de sa famille et que ça a vraiment des répercussions sur sa santé. Alors que c'est une nana que j'aime beaucoup, hein. Moi, j'ai vraiment aimé ce personnage-là. Je les aime tous. Et on a cette fameuse enquête aussi sur est-ce que les dégradations du cimetière, est-ce que les tags qu'il y a pu avoir sur des magasins ou sur l'église sont liés avec les enveloppes qui sont déposées par un corbeau dans les bonnes mains pour que des rumeurs soient lancées. Et on s'attaque aussi un peu à tout ce qui quand même pas franchement bien jojo chez les gens, le côté un peu méprisable, aller un petit peu gratter le vernis et se rendre compte que les gens sont cons en fait, tout simplement. Et c'est un bonbon ce bouquin. Ça finit... ça me donne envie de lire tout de suite la suite, mais je ne l'ai pas et surtout le 3 ne sort que dans quelques mois, donc je vais être obligée d'attendre. Donc je suis triste. Mais je vous conseille très fort la lecture des livres de Lucie Castel. Franchement, je suis convaincue. Moi, ça y est, je suis convaincue. Et je suis de plus en plus convaincue également par les éditions de Charleston. Je pense que je vais vraiment me pencher sur cette maison d'édition. Donc, en résumé, nous avons Pas si simple, le premier livre de Lucie Castel. Donc, une histoire d'amour. On est en Angleterre. Ça se passe à Noël. Comme c'est sur un temps très restreint, on est sur une semaine ou 10 jours. Il y a forcément un côté un peu huis clos, mais c'est une belle histoire. Peut-être un petit peu convenue, mais franchement, c'est une histoire qui est très sympa à lire. Ça fait du bien, ça fait le job. Les personnages sont attachants. Les répliques sont excellentes. Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles? Là, on est en Écosse. On est sur une histoire qui va durer plusieurs mois, avec Sophia qui était un petit peu coupée de ses émotions, qui se trouve des amis, il y a une histoire d'enquête également.
enquête plus simple, à mon sens, que celle de Quand la vie s'en mêle, mais dans Quand la vie s'en mêle, je me demande si ça va pas continuer en quelque sorte pour la suite. Donc là, j'ai vraiment aimé, je suis très très fan du couple. Je sais plus si j'en avais parlé dans la partie qui lui était consacrée, mais j'ai vraiment aimé ce bouquin-là, il était top. Je crois que je vais tous les garder en fait. Et Quand la vie s'en mêle, premier livre d'une trilogie où il y a une enquête qui prend pas mal de place, où il y a un groupe d'amis qui prend pas mal de place aussi. La romance est un petit peu plus en retrait, donc c'est pour ça que c'est ce qui me fait dire qu'on est plus sur de la romance feel good que de la romance tout court pour les deux premiers. C'est très très feel good. Franchement, j'ai été émue, mais dans le deuxième aussi, un peu moins dans le premier. Le premier, c'était un petit peu plus distancié, vous voyez, au niveau émotionnel. Mais c'est pas non plus un défaut, hein. Ça peut être complètement ce que moi j'ai ressenti. Et bah top, franchement. J'ai passé de très bons moments de lecture, je regrette absolument pas ces achats. Et bah, ça fait qu'il y aura sûrement courant octobre-novembre, mon retour sur la trilogie Quand la vie s'en mêle, quand j'aurai lu le tome 2 Valentine, donc la fille du boulanger, qui a des problèmes d'anorexie mentale, et le tome 3 qui sort le 16 octobre 2024, ce sera très bien pour mes 42 ans, Ophélie, un personnage que je ne connais pas. Donc très belle découverte, je suis ravie, et je vous les conseille très fortement. N'hésitez pas à me dire si dans ces livres-là, il y en a qui vous intéressent. Si vous avez des suggestions de lecture chez Lucie Castel ou Oren Miller, son autre nom, son nom de plume en version thriller, n'hésitez pas à me le dire. Mais bon, je pense que je vais aller me rencarder toute seule. Mais si vous avez des suggestions de lecture qui sont un petit peu là, dans ce style-là, n'hésitez pas. La romance feel good, je pensais pas, mais après avoir lu Jenny Colgan, que j'ai trouvé, donc la petite librairie, là j'ai lu je crois que c'est 4. Jenny Colgan, j'ai envie d'y replonger d'ailleurs. C.S. Quill, je trouvais que c'était profondément feel good aussi, par moments, même si elle abordait des scènes qui étaient quand même bien, enfin des thématiques qui étaient bien compliquées. Mais là aussi, dans ces livres-là, on a aussi des thématiques qui sont pas évidentes. Et c'est franchement abordé de manière très intelligente. On n'est pas dans un apitoiement des personnages. Ils font avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont, et puis ils avancent. Et vignette. Et ouais, très très belle découverte. Je suis vraiment ravie, ravie. À tout bientôt. Rêvez tout grand, lisez tout plein, et balancez-moi vos références. Salut!